Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ce soir, donc, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, avant d'introduire et de commencer la conférence, un petit mot très rapide sur les associations organisatrices de l'événement. Donc, d'abord, le Cercle Hébé. Le Cercle Hébé, c'est une association, une association qui a pour objectif de favoriser la réflexion, de favoriser l'action chez les jeunes. La réflexion, grâce au cycle de conférences que nous organisons, nous réunissons régulièrement des invités de premier plan et nous leur permettons de partager, d'échanger avec des étudiants en fin de parcours et des jeunes actifs. Mais de réflexion également parce que nous avons pour vocation de proposer des solutions et d'avancer des propositions à destination des pouvoirs publics afin de promouvoir l'initiative des jeunes et de favoriser la condition des jeunes en France. Le Cercle Hébé, c'est également un forum d'action. D'abord, grâce à la communauté de membres que nous réunissons. Nous réunissons des membres qui viennent de différentes écoles, des personnes qui ont différents métiers. Et de ce fait, nous permettons l'éclosion de synergies et d'initiatives communes. Mais surtout pour cette année, le forum d'action s'exprime dans la structure que nous allons lancer, qui est le Fonds Hébé, et qui a pour objectif d'accompagner bénévolement des jeunes porteurs de projets dans leur démarche, humainement et financièrement, de manière absolument bénévole. Donc voilà, très rapidement, le portrait du Cercle Hébé. Je souhaitais également remercier notre partenaire, le groupe OnePoint, qui est une société internationale de conseils et de services dans le numérique, qui compte plus de 800 collaborateurs et qui a été fondé par David Layani, qui normalement devait être là ce soir. Mais en tout cas, une pensée pour lui s'il n'est pas là. Et nous remercions également les jeunes diplômés d'HEC qui nous ont permis d'avoir cette salle. Et je vais désormais passer la parole à leurs représentants ici. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus ce soir. Effectivement, les JDH, les jeunes diplômés HEC, rassemblent les 5 dernières promotions, les 5 promotions sortantes. Nous réunissons les jeunes pour notamment renforcer l'offre carrière avec beaucoup d'événements très professionnels. Mais nous avons aussi un rôle de liant entre toutes les promotions sortantes pour garder cet esprit de corps même après être diplômé et avoir des vies actives trépidantes. Et enfin, et c'est dans ce cadre que nous associons avec le Cercle Hébé, nous tenons à prendre part à la chose publique, au débat public, à nous enrichir de ces débats et d'avoir des conférences toujours dans un esprit d'ouverture avec des groupes de réflexion et autres partenaires. Merci. Bonsoir à tous à nouveau. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Et encore merci d'être avec nous ce soir. Ce que savent déjà nos invités, c'est que vous êtes jeunes et jolis. Mais ils voudront probablement en savoir un peu plus sur vous. C'est pourquoi il m'incombe la lourde tâche de vous présenter. Vous avez fait vos classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand. Après ces 2 années de travail intense, vous avez intégré la prestigieuse école polytechnique. À la suite de quoi, vous avez également intégré l'école d'ingénieurs AgroParisTech, ainsi que le collège des ingénieurs. Vous entrez en politique en 1997 au sein du ministère de l'économie et des finances. Et en 2002, le premier tournant peut-être de votre carrière, vous intégrez l'Assemblée nationale en tant que député UMP de l'Essonne. Et ça a son importance, vous étiez la Benjamine de l'Assemblée nationale. Votre carrière prend un nouveau tournant en 2007 quand vous devenez secrétaire d'État auprès de Jean-Louis Borloo. Et en 2009, vous briguez votre second mandat de secrétaire d'État. Et le troisième tournant de cette carrière d'un point de vue gouvernemental, c'est qu'en 2011, vous devenez ministre de l'économie et du développement. Et je regarde ma fiche et j'ai dit 2011, mais c'était 2010. Je vous prie de m'en excuser. À cette carrière de premier plan s'ajoutent également vos responsabilités au sein de l'UMP. Vous avez été porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2012 et surtout
candidate à l'élection municipale en 2014. Actuellement, vous êtes toujours député de l'Essonne et vous êtes désormais la chef de file de l'opposition à Paris et la numéro 2 de l'UMP. Pour ces différentes raisons, nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir et de pouvoir aborder ensemble ce soir le thème de cette soirée qui est un pari pour la France. Et vous aurez noté le jeu de mots malicieux. Donc pour entamer cette conférence, je vais vous poser une première question qui est une question purement personnelle. Vous avez un parcours scientifique, puisque vous avez fait un baccalauréat S, après vous avez intégré l'école polytechnique, après vous avez fait AgroParisTech, et en 1997, vous décidez d'embrasser finalement une carrière politique. Alors ma première question, c'est pourquoi? Et est-ce que ces motivations, vos motivations de l'époque, sont toujours intactes? Merci. Merci à vous. J'ai décidé d'embrasser, comme vous dites, une carrière politique parce que je pensais que ça manquait de femmes et qu'il fallait se battre pour qu'un jour, les hommes ne commencent plus leur présentation en expliquant qu'on était jeunes et jolis. C'est une motivation assez puissante. Il y en a d'autres. J'ai voulu faire de la politique parce que je trouvais que... Comment vous dire ? Moi, c'est la seule activité qui m'a jamais ennuyée, la politique. En politique, après, c'est un peu une boîte à outils, comme disait l'autre, c'est ce que vous en faites, mais vous pouvez réfléchir, travailler, rencontrer tous les gens que vous voulez, construire des idées, construire des projets, les mettre en œuvre. Tout ça pas en même temps, évidemment, tout ça dans la durée, mais c'est l'activité la plus ouverte, et si on s'y prend bien, la plus opérationnelle, ou en tout cas celle qui permet d'avoir de plus d'influence sur les choses. Alors tout ça, c'est dans un monde idéal, et si on réussit à le faire, parce que c'est loin d'être toujours le cas. Mais voyez, avant ça, moi j'ai fait un peu de recherche. C'était pas fait du tout pour moi, la recherche. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui font de la recherche. Je le dis parce que pour l'avoir testé, moi je sais que c'était vraiment pas un truc pour moi. Trop de... Voilà, c'était pas fait pour moi. J'ai fait de l'administration. J'ai eu l'impression que le parcours allait consister à changer de bureau progressivement pour se rapprocher de celui du directeur, en restant dans un milieu qui, en fait, dans la haute administration, est quand même très fermé. En fait, on sait à 25 ans avec qui on travaillera à 50 ans, ce qui, quand même, moi, me pesait un petit peu. Et ce n'était pas forcément lié aux personnalités qui étaient là, c'était juste l'idée d'une espèce d'entonnoir. J'ai travaillé un tout petit peu dans l'industrie, quelques années dans l'industrie. J'ai trouvé que c'était intéressant, mais que les grandes boîtes souffraient, d'ailleurs probablement, j'imagine que c'est un mal très français, d'un décalcage des vices de l'administration. J'ai pas eu la chance de travailler dans une toute petite boîte. Je pense que ça m'aurait plus plu. Mais dans tout ce que j'ai fait, c'est vraiment la politique qui m'a intéressée, qui m'a passionnée, qui finalement, au-delà de toutes les vicissitudes et de toutes les violences, m'a jamais déçue comme projet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments décevants, mais comme projet. Je trouve que la politique a mauvaise cote en ce moment. Je rencontre énormément de gens qui me demandent « mais pourquoi tu fais ça ?» Ça me déstabilisait un petit peu quand j'avais 25 ans, honnêtement, depuis que je m'en suis remise. Je pense qu'on a quand même une image assez fausse de la politique. Par exemple, vous avez régulièrement dans les meetings des gens qui vous expliquent qu'ils sont dans la vraie vie et que vous êtes ailleurs. C'est pas exactement ça la réalité. Chacun est, à quelques exceptions près, est dans des milieux professionnels très fermés. Un milieu professionnel, il est par nature assez fermé. Il peut être assez fermé le temps d'un projet. Quand vous montez une boîte, vous êtes dans un truc assez fermé. C'est normal, c'est obsessionnel. Il peut être assez fermé sur la durée, parce que c'est une carrière. Alors ça, c'est un peu plus embêtant. Enfin, ça correspond à des tempéraments, mais il faut avoir envie. La politique, en fait, c'est un milieu qui, si on le fait bien, est très ouvert. Passez votre vie à rencontrer des gens et à être confronté à des problématiques auxquelles vous n'auriez eu absolument aucune raison d'être confronté dans un parcours ordinaire. Voilà, j'essaie de faire un peu de pub. Hein. Les partis sont ouverts. Venez vous y frotter un peu. Mais c'est quand même
d'abord une chance que ça existe, parce qu'à force d'être dégoûté de tout, on oublie comment c'est quand il n'y a pas des systèmes politiques ouverts, et un défi à relever pour ceux que d'une manière ou d'une autre ça peut intéresser. L'idéal étant, et ça c'est pas un idéal abouti en France, l'idéal étant qu'on puisse faire des allers-retours. Malheureusement, le système français s'y prête assez mal. Et cette réponse mène à une deuxième question. Comment, selon vous, peut-on arriver à combattre peut-être ce désamour actuel des Français pour une partie de son personnel politique et qui ressort en fait des dernières grandes élections? Je pense d'abord on combat le désamour par l'amour quand même. Donc la politique, c'est beaucoup de sentiments. Je pense que quand la politique devient trop techno, quand on vous parle toute la journée du nombre de milliards duquel on va réduire le déficit, ce qu'en général, en plus, on ne fait pas, plus on en parle, moins on le fait. Quand la discussion, c'est entre les uns qui disent on va faire 50 milliards, les autres qui disent on va en faire 80, et le troisième qui disent moi je vous propose 120, on désespère les gens. La politique, c'est du sentiment, c'est de l'évocation, c'est de la vision, c'est partager une communauté de destin, la rendre palpable. Donc je pense qu'un des moyens de combattre le désamour, c'est de mettre plus de sentiments et plus de passion dans ce qu'on fait. Un autre moyen, c'est de prendre des risques. Un des problèmes et une des sources du désamour pour la politique en France, c'est que les Français ont le sentiment, et en général, malheureusement, ils ont raison, que les politiques se protègent, qu'ils utilisent leurs fonctions pour se protéger. Ça prend des formes très différentes. Et, le refus du combat, se limiter aux élections qu'on est sûr de pouvoir gagner, organiser sa vie et son statut dans un monde dans lequel tout le monde est confronté au risque, et organiser sa vie et son statut de telle sorte que le statut soit extrêmement protecteur, ça dégoûte vraiment du politique. C'est pour ça qu'il y a régulièrement des scandales, et je veux dire, tous défendent, vous trouvez des arguments de tous les côtés, mais en fait, dans un monde dans lequel tout le monde est en situation de risque, voir la manière dont est construite la retraite des députés, ou dont sont organisés certains parcours personnels, est assez absurde, en fait, et assez choquant, et je pense creuse vraiment le fossé entre les politiques et les Français. Je pense que les Français sont un peuple qui est très politique. En France, on aime la politique. C'est pas le cas partout, hein. Vous avez des pays dans lesquels politique et hauts fonctionnaires, vous avez des pays dans lesquels il n'y a pas c'est pas cette histoire politique agitée, bousculée, passionnée qu'il y a en France, et dans lequel il n'y a pas cette espèce de relation un peu teintée de drame, d'excès en tout cas, avec le politique. En France, on aime la politique. En revanche, on n'aime pas les politiques quand on a le sentiment qu'ils ne sont pas à la hauteur de la politique, quand on a le sentiment qu'ils sont là pour se protéger, qu'ils sont là pour se servir, qu'ils sont là pour vivre confortablement dans un système, et on supporte ça d'autant moins bien que le monde lui-même est ouvert à tous les vents de la mondialisation, et qu'on se dit quand même il y a de la prise de risque pour tout le monde, sauf pour ceux qui prétendent les prendre. Attention, au-delà des images, il y a parfois quelque chose d'injuste. La vérité, c'est qu'une élection, c'est toujours une forme de prise de risque. Même quand vous êtes dans un coin gagnant à tout coup, c'est une prise de risque personnelle, de s'exposer. Voilà, il y a une forme de violence dans l'élection, de mise en cause. Donc le fait est qu'à l'origine de la politique, il y a une prise de risque. Mais cette prise de risque, elle est indispensable parce qu'elle est ce qui légitime le pouvoir, l'autorité, vous appelez ça comme ça, elle est ce qui donne de la légitimité derrière au mandat. Et donc, si les gens ont le sentiment qu'il y a de moins en moins de risques, de plus en plus de protection, de plus en plus de barrières à l'entrée, alors qu'eux, ils sont dans un monde dans lequel ils sont exposés à tous les risques, en fait, ils trouvent ça insupportable et illégitime. Les révolutions commencent comme ça. Vous savez, en 1789, c'est ça qui s'est passé. Il y avait un système qui était organisé autour de privilèges, et avec le temps, les privilèges ont perdu de leur sens. Initialement, ils en avaient. Je ne vous défends pas l'Ancien Régime, mais ils en avaient. Et puis ils en ont perdu avec le temps. Et quand les choses n'ont plus de sens, c'est là que vous risquez un déchaînement de violence.
Enfin, je ne suis pas en train d'appeler à la révolution et à mettre les têtes au bout de pique, mais de temps en temps, ça peut séduire quand même. Alors justement, pour suivre sur cette question, on parlait du dégoût que peuvent avoir certaines personnes pour la classe politique. Et en ce moment, on parle beaucoup de la montée du FN, notamment pour les prochaines élections. Donc, ma question, c'est qu'on entend énormément les personnes qui appartiennent à ces classes politiques dire il faut lutter contre le Front National, il faut faire barrage au Front National, mais on a l'impression qu'on ne sait pas concrètement comment ça se passe. Donc ma question, c'est qu'est-ce que vous proposez à ces personnes qui votent Front National, très concrètement, pour répondre à leurs préoccupations quotidiennes? D'abord, moi, je conteste ce truc qui s'est beaucoup développé, là, qui consiste à dire, non, mais il faut considérer que le Front National est un parti ordinaire et user à son égard exactement des mêmes arguments qu'à l'égard des autres partis. Moi, je ne considère pas que le Front National soit un parti ordinaire. Si le Front National devait être un parti ordinaire, si les dirigeants du Front National avaient voulu faire un parti ordinaire, ils auraient rompu avec l'histoire du Front National. Personne n'est assigné à résidence politique. On a droit de se dire qu'on va créer un nouveau parti, qu'on va lancer une nouvelle tendance, Non, ils ont choisi... singulièrement Marine Le Pen a choisi par héritage au demeurant de reprendre un parti qui avait son histoire, qui n'est pas n'importe quelle histoire. Donc le Front National, je ne sais pas à la mode, mais c'est mon point de vue, le Front National n'est pas un parti ordinaire. Le Front National a un ADN particulier qui le marque. Après, moi je pense que c'est important, c'est pas vraiment un argument de tribune, parce que bon, grosso modo, les gens s'en moquent. C'est pas une raison pour l'oublier, mais les gens s'en moquent. Le vrai argument, il est sur les mesures, il est sur les propositions du Front National. C'est pas vrai de dire que le Front National n'a pas de programme. Le Front National a un programme. Il est terrifiant, le programme du Front National. C'est un renfermement. C'est une somme de démagogie. Par le passé, le programme du Front National, c'était un truc anti-européen, anti-immigration, et très libéral sur les questions économiques. Là, il s'est réorganisé autrement. C'est un programme qui aligne toutes les propositions les plus démagogiques. Donc vous reprenez les propositions les plus démagogiques de gauche en matière d'économie. Quand je dis de gauche, c'est d'extrême gauche. C'est du Tsipras, hein. C'est pas par hasard qu'il y avait un soutien de Tsipras. Et les propositions les plus démagogiques de l'extrême droite, vous additionnez et vous avez le programme du Front National. Et ça donne quelque chose qui, s'il était mis en œuvre, serait rapidement dévastateur dans l'ordre économique et social. Je vous le disais tout à l'heure, cette semaine, je faisais meeting à Voipy. Je vais faire le test ici. Qui sait où est Voipy? Alors, il faut sortir. Hein. Donc, Voipy, c'est la banlieue de Metz. Voipy, c'est le sillon mosellan, c'est la sidérurgie, c'est un coin, c'est un coin ouvrier, quoi. Là-bas, le Parti socialiste s'est complètement effondré, alors que c'était des terres historiquement de gauche. Et en revanche, évidemment, le Front National a explosé. Mais il y a énormément de familles qui vivent de l'activité transfrontalière, qui voient la différence de compétitivité qui existe entre la France et ses voisins, qui voient ce que ça nous coûte. La mise en œuvre du programme du Front National, en termes de recouvrement de frontières, de fermeture de... C'est la mort de ces familles-là. Dans un meeting comme celui-là, je veux dire celui de Voipy, et d'ailleurs dans tous les meetings en France, chacun a un petit peu d'économie à la banque. La sortie de l'euro, c'est la perte de 30% d'un coup de la valeur de ce qu'il y a à la banque. Alors vous avez toujours des couillons quand on vous dit ça pour dire « Ouais, mais alors ça dans les milieux populaires, ça n'a pas marché parce qu'ils ont moins d'argent à la banque. » Mais vous savez justement, quand vous en avez peu, en perdre 30%, ça fait beaucoup plus mal que quand vous en avez beaucoup. Ce ne sont pas les seuls arguments à l'égard du Front National. Encore une fois, moi, je ne mets pas de côté les arguments historiques et moraux, mais ce sont les arguments qui aujourd'hui percutent le plus. Après, il faut réussir à les porter jusqu'à l'oreille des électeurs, et c'est un petit peu compliqué dans un contexte dans lequel, avec un grand cynisme, la gauche hurle au loup, et hurler, c'est couvrir le bruit des arguments. Or, le hurlement n'atteint pas l'oreille. Ce sont les arguments qui atteignent l'oreille. En ce moment, la presse est pleine du débat sur est-ce que Manuel Valls a eu raison de dire qu'il avait peur.
Bon, Manuel Valls, il a travaillé le coup avec ses communicants, à mon avis. Hein. Et du point de vue électoral, il y a une rationalité derrière. Mais c'est d'ailleurs probablement assez efficace pour faire monter le FN. Mais ce n'est pas le résultat que la majorité de la classe politique souhaite. Et d'ailleurs, il y a une partie de la gauche qui le conteste là-dessus et qui se plaint. Du coup, je vais poser une autre question. On va un peu glisser sur le terrain économique qu'on a légèrement abordé. On a vu que François Hollande a fait un tournant, le tournant qu'on appelle le tournant de l'offre. Et notamment, on peut compter diverses mesures comme le CICE, la loi Macron. Et ma question, du coup, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de voir la droite et la gauche converger en matière économique? Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il existe encore une véritable différence de nature en matière économique entre la droite et la gauche ou non? Je vais vous dire, vous pouvez penser tout ce que vous voulez de ce qu'il y a dans la tête des dirigeants. Bon, personne ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans la tête des autres. Personne ne connaît jamais vraiment la véritable histoire et le fond de conviction des uns et des autres. C'est comme ça, je veux dire, chacun sait. Derrière, il y a des réalités de majorité. Et quoi que vous pensiez qu'il y a dans la tête des uns et des autres, la question c'est qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre? Pour mettre en œuvre un programme économique, il faut une majorité pour le porter. Il y a des gens qui trouvent que Macron est formidable, il y en a d'autres qui trouvent qu'il est d'une intense naïveté. Mais à la limite, moi je m'en fous, je ne porte pas de jugement moral, je porte pas de... Le sujet c'est est-ce qu'il peut mettre quelque chose en œuvre? Et les événements récents ont démontré qu'il n'avait pas de majorité. Il n'a pas de majorité pour le faire, même s'il voulait le faire. Après, je peux quand même avoir un point de vue sur la réalité de ses convictions. Honnêtement, nous présenter comme le grand soir, le petit matin de l'économie libérale et la croissance et là, une loi dans laquelle il y a 200 articles. Dans les 200 articles, il y en a des biens, il y en a des pas biens. Sur 200 articles, heureusement qu'il y en a des biens. Hein. Je vais vous dire, pour faire 200 articles mauvais, il faut quand même se lever tôt. Mais surtout, aucun, ni des biens ni des pas biens, n'ont rien de révolutionnaire. Le travail le dimanche, moi je suis pour. Mais c'est pas la révolution de passer 5 dimanches à 12 dimanches. Surtout quand les mouvements du PS, les courants du PS se sont déchirés pour savoir s'il fallait pas 7 ou 9, et pourquoi pas 8 ou 6 ou 11, on ne sait pas très bien. C'est devenu un combat théologique absurde. La vérité, c'est que passer de 5 dimanches à 12 dimanches, malheureusement, ne relancera pas furieusement l'économie nationale. Il y a des mesures qui sont probablement intéressantes, il y a un certain nombre de mesures de simplification qui sont bonnes. Il y a surtout une loi balai qui sert en fait à ratisser et à empaqueter tout ce qu'un certain nombre d'administrations essayent de vendre depuis des années, parce que les administrations, elles ont leur propre agenda. Hein. Elles voient arriver le ministre et elles se disent « Oulala, qu'est-ce que je vais pouvoir lui fourguer à celui-là ?» Et dans la loi Macron, il y a des trucs, beaucoup de trucs vendus par les administrations. Du coup, il y en a des biens et il y en a des pas biens. Moi, je reconnais dans les articles qui concernent le périmètre de mon ancien ministère, je reconnais des choses qu'avait essayé de me vendre mon administration. Et pour certaines auxquelles je m'étais opposée, je ne vais pas aller les voter dans la loi Macron. Par exemple, moi, je suis contre la libéralisation du transport par autocar. Je trouve que présenter comme le nec plus ultra de la modernité la libéralisation du transport par autocar, c'est quand même une imposture grave. J'ajoute que je pense qu'il faut choisir malgré tout, entre essayer de booster la compétitivité du rail et développer le transport par autocar. Parce qu'il y a plein de lignes sur lesquelles c'est pas compatible. Personnellement, mon choix a été fait. J'ai toujours été un fervent partisan du rail. La dernière fois que j'ai dit ça sur une télé, ça a fait un buzz terrible. J'ai dit j'aime le rail. Et mais les cheminots, ils comprennent. Passion partagée. Donc justement, vous venez de nous parler du travail le dimanche. Vous avez été voir d'ailleurs sur ce même thème ce boulanger à Biarritz qui était inquiété pour avoir travaillé 7 jours sur 7. Et vous avez également indiqué qu'en France, nous avions le vent mais pas les voiles pour la reprise. Alors quels sont... Ça fait plaisir de voir que vous suivez mon activité. Ah mais toujours, tous les matins. Justement, quelles sont les réformes fondamentales pour prendre ce vent? Je suis allée voir ce boulanger, là, Stéphane Cazenave, pas Neuve, hein, Nave, le boulanger des Landes, parce que son histoire m'avait touchée dans son espèce d'absurdité.
Bon. J'avais du coup lancé une pétition. Étant en meeting à côté, je suis allée le voir dans sa boulangerie. C'est tellement symbolique du système français. Le gars, il a vraiment monté son affaire à partir de rien. Parce qu'on dit qu'il a 22 salariés en 2014, c'est vrai, mais en 2013, il en avait 12. Donc vous voyez, c'est une affaire qui se développe très vite. D'une manière, il a cherché des innovations. Donc, il y a au premier étage tous les ateliers boulangerie qui sont avec une baie vitrée. Donc, vous pouvez voir les gens faire le pain, c'est sympa. Il a créé un drive, qui est le premier drive d'Aquitaine. Vous pouvez acheter votre baguette en partant au bureau ou en rentrant. Voilà, c'est un type entreprenant. C'est un type qui essaye de donner une dimension sociale à son business. Il a 5 apprentis. On a du mal à faire prendre des apprentis aujourd'hui. Il a 5 apprentis. Et en fait, il s'est retrouvé confronté à quoi ? Il s'est retrouvé confronté, avant même d'être confronté à la réglementation, il s'est retrouvé confronté à la jalousie. Parce que des boulangers qui enfreignent l'interdiction de travailler 7 jours sur 7, il y en a un paquet en France. Il y en a un paquet. Tous ceux de la côte, déjà. Tous ceux qui sont en zone touristique. Il y en a un paquet. Simplement, lui, il a fait un truc très visible, son business a cru très rapidement, ça s'est vu, et boum, il a été dénoncé. C'est ça quand même la première faute et le premier mal du boulanger des Landes, un mal très français et un mal assez désagréable. Je veux dire. La jalousie plus la dénonciation, c'est quand même les trucs qu'on n'aime pas le plus. Bon, et du coup, il a été dénoncé à l'inspection du travail et il s'est retrouvé confronté à cette réglementation qui existe. Je veux dire, la réglementation n'est pas vraiment une injustice qui lui est faite au sens du droit, mais elle date, alors elle a été recodifiée en 2008, mais en fait, elle est assise sur une loi qui date de 1923. Cette loi de 1923 est elle-même une loi modificative d'une loi qui date de 1906. Comment peut-on aujourd'hui expliquer à des jeunes entrepreneurs, il est jeune, le boulanger des Landes, il a entre 30 et 40, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'organisation de leur travail va être régie par une loi qui date de 1923 ? Vous me direz, il y a dans la Constitution la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ouais, enfin là, on est dans l'ordre des principes. Que les principes datent de 1789, heureusement que les principes ont une certaine constance dans la durée. Mais l'organisation du travail par une loi de 1923, qui à l'époque était faite pour protéger les industriels de la boulangerie contre les petits artisans, et qui avec le temps a été retournée pour protéger soi-disant les petits artisans contre les industriels. Ça peut pas bien durer. Et j'avais proposé, pendant la campagne municipale de Paris, ça avait toujours un gros succès dans les milieux start-upers, un truc complètement illégal, mais néanmoins intéressant, qui était de dire, on va créer des zones franches en matière de droit du travail, dans laquelle il y aura un socle de droit du travail, il n'y aura pas le gros pavé, mais en échange de la zone franche, les entrepreneurs qui seront là accepteront de donner une demi-journée la semaine pour travailler entre eux sur ce qu'ils voudraient comme nouveau droit du travail. On va essayer de refonder le droit du travail à partir de principes. Alors, la zone franche, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas le droit, mais essayer de refonder et de réécrire à partir des principes, quand même, ça le mériterait. Au passage, c'est pas plus coûteux politiquement de tout réécrire que de modifier à la marge. C'est comme quand vous faites la réforme des retraites. Hein. Modifier de 6 mois ou modifier de 5 ans, ça vous met tout le monde dans la rue de la même manière. Donc, tant qu'à faire, autant modifier de 5 ans. Écouter le boulanger des Landes raconter sa relation avec l'inspection du travail, c'est quand même entrer en rébellion. Enfin, c'est quand même être incité à la révolte. Le type, il raconte comment un jour il a vu l'inspectrice du travail, parce qu'en fait c'était une inspectrice, oui, tout va bien, l'inspectrice du travail débarquer dans son exploitation. À l'époque, son fils, c'était son apprenti. Et l'inspectrice lui demande, mais à quelle heure il arrive ? Il arrive le matin à 5h30 avec moi. Il n'a pas 16 ans, il n'a pas le droit. Il faut qu'il arrive à 6h. Donc il va falloir que Bobonne se lève pour l'amener une demi-heure plus tard que le père. C'est pratique, c'est intelligent. Puis il avait un collègue dont le fils était lui-même apprenti boulanger. Et la même inspectrice, inspectant le collègue, lui dit, mais il mange où, votre fils ? Le type dit, ma femme fait le casse-croûte pour tous les deux, le prépare, et puis on le mange ensemble sur le lieu de travail. Et l'inspectrice regarde les fiches de paye et dit, mais les avantages en nature, vous ne les avez pas intégrés.
parce qu'il était apprenti. Donc même si maman préparait le casse-croûte, comme c'était mangé sur le lieu de travail, ça devait être compté comme avantage en nature. C'est pas une blague. Il a eu un redressement URSSAF, le type. On est dans un système dans lequel en fait on dégoûte un peu les gens. Voilà pourquoi le cas du boulanger des Landes m'avait intéressé et pourquoi aujourd'hui je suis amenée à penser qu'il faut des transformations assez radicales dans l'ordre économique, l'organisation du monde dans la régulation en fait de tous nos rapports économiques et probablement aussi de nos rapports sociaux, notamment. C'est une question que vous ne poserez pas parce qu'on n'est jamais conscient des injustices quand on en est les victimes, notamment sur la relation entre les générations et la répartition des richesses entre les générations, qui en France est quand même un pur scandale. Et votre génération et la mienne aussi est très, très directement victime de la négligence de la génération précédente et d'une injustice qui est installée dans le système économique et social et ne se rebelle pas. Merci. Et je rebondis sur cette question, justement, sur l'entrepreneuriat. Donc, ici, on est au village CA, qui abrite des startups technologiques en pointe dans l'innovation. Comment faire pour rendre Paris attractif et un pôle mondial, Silicon Sentier ou autre? Que faire pour donner toute sa dimension à Paris dans la recherche, la technologie et l'entrepreneuriat? Il y a des secteurs qui boostent bien à Paris, dans le secteur du numérique, il se passe des choses. Mais il y a un truc qui ne va pas, je trouve, c'est qu'il y a un problème d'image de la ville et que il y a des choses qui sont mises en place. Mais tout ça, c'est un peu gentil. Dans un monde dans lequel, en fait, les métropoles, elles portent de plus en plus de tension, d'excitation. On vient en ville pour que ça booste, quoi. On vient en ville pour y trouver de l'énergie. Et à Paris, on a l'impression que la ville vous prend un peu d'énergie plutôt qu'elle vous en donne. C'était le thème de notre campagne avec Félix à Paris. Et c'est quelque chose qui, non seulement ne s'arrange pas, mais a plutôt tendance à se dégrader. Il y a un petit risque que Paris finisse en capitale des villes de province. Regardez, on parlait de l'ouverture des commerces le dimanche. La plupart des grandes villes du monde, maintenant, la tendance, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. C'est ça, les grandes villes. On attend de la grande ville un rythme, une excitation, une tension, quelque chose d'un peu plus frénétique. Ça ne veut pas dire qu'on y passe toute sa vie, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas droit à autre chose. Mais disons que dans la ville, normalement, et de plus en plus aujourd'hui, il y a une frénésie qu'il y a eu par le passé. Parce que par le passé, avant, Paris... C'était une ville, c'était une image de ville de débauche, de ville de tension, de ville où il se passait des choses, quoi. C'était une espèce de capitale globale. Et là, il y a une espèce d'inversion. Tout ça, toute cette énergie-là part dans d'autres villes du monde. Paris, ça reste beau, mais bientôt, ce sera la ville où on vient passer un week-end romantique et pas la ville où on vient faire sa vie. Pour qu'on y fasse vraiment sa vie et pour que ceux qui sont le plus dynamiques, il faut qu'il y ait un rythme, une tension qu'il n'y a pas aujourd'hui. Et ça passe par des choses très concrètes. Ça passe par des problèmes d'horaire, que la seule nocturne dans les services municipaux de la ville soit le jeudi. Et quand c'est nocturne, je crois que ça finit à 19h30. C'est énorme. 19h30 quand même, c'est la fin d'après-midi, quoi. Mais c'est une nocturne dans les services. C'est un truc de dingue. Qu'on ait autant de mal à faire ouvrir, seulement les bibliothèques le dimanche. Je vous parle des bibliothèques. On reste dans des rythmes qui en fait sont pas ceux de la grande ville contemporaine. Ça, c'est un premier problème. Il y a un autre problème qui est la taille de Paris. On dirait on n'y peut rien, mais si, on y peut quelque chose, parce qu'en fait on passe son temps à comparer Paris et Londres, mais on compare Paris au Grand Londres. Le petit Paris au Grand Londres, ça va pas. Paris, il y a un livre très bien que je vous recommande, qui s'appelle L'invention de Paris, de Hazan. Hazan est quelqu'un de tout à fait extrême gauche, donc il n'est pas suspect de sympathie politique à mon égard. C'est quelqu'un d'extrêmement érudit. Et il a écrit ce livre, qui est un mélange de livres d'urbanisme et d'histoire, qui montre que Paris s'est constitué en débordant progressivement de toutes ses frontières, en les poussant.
Il y a eu, vous avez eu la muraille de Charles X, vous avez eu le mur des fermiers généraux, et aujourd'hui vous avez le périphérique. Bon bah il faut exploser le périphérique. Il faut faire le Grand Paris, mais il faut le faire vraiment quoi. Faut faire, faut organiser en termes de logement, en termes de transport, en termes de développement économique. Faut prendre une nouvelle respiration. Et une nouvelle respiration, elle viendra aussi de quelques mouvements symboliques, comme par exemple la couverture du périphérique. C'est pour ça aussi que moi je ne suis pas très favorable à leur urbanisme qui consiste à mettre une tour à chaque porte de Paris. Autant que je suis pour un quartier de tours. Par exemple, on ferait à Bercy-Charenton un beau quartier de nouvelles tours. Je ne suis pas contre. Mais alors aller mettre une tour à chaque porte de Paris, c'est remettre un donjon. Comme du temps des fermiers généraux. Du temps des fermiers généraux, vous aviez l'octroi. Vous les avez, vous savez, place d'Enfer Rochereau. Et là, on est en train de reconstituer ça. Il faut l'effacer, le périphérique. Il ne faut pas le signaler. Vous avez essentiellement anticipé sur ma nouvelle question qui était quel est le Grand Paris pour Paris? Vous y avez répondu. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de nous faire. Là, on a voté la semaine dernière la loi pour le Grand Paris à l'Assemblée nationale. C'est une nouvelle couche. Avant, il y en avait 3. Hein. Il y avait communes, département, région. Je vous parle des villes de banlieue, parce qu'à Paris, c'est différent comme organisation. Maintenant, ils ont commune, agglo, département, ils vont avoir Grand Paris et région en plus. C'est fou. Et à chaque fois, c'est des indemnités. Hein. C'est des frais de fonctionnement. C'est complètement dingue. C'est le contraire de la simplification. Là, le Grand Paris, tel que c'est organisé aujourd'hui, ça va être un truc dans lequel il va y avoir 348 représentants. Donc, ça doit être un peu plus que le sénateur, parce qu'il va y avoir 340 des sénateurs. J'espère ne pas me tromper, à moins que ce soit 370. Enfin bon. En tout cas, il va y avoir 348 représentants pour quelque chose qui va avoir, en théorie, un budget, mais en fait, très peu de compétences. Quand vous avez un budget, mais pas de compétences, la façon dont ça fonctionne, c'est que l'argent remonte dans votre budget, et comme vous avez peu de compétences, vous le redispatchez, puisque vous n'avez pas les compétences pour le dépenser. C'est complètement idiot. Il le faut, le Grand Paris. Moi, je suis pour le Grand Paris. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait des compétences. Il faut qu'on puisse parler de développement économique, par exemple. Or, on ne va pas vers ça. Ça risque d'être très, très déceptif, en fait, la façon dont le Grand Paris va se mettre en place. Et pour faire respirer, aussi bien en termes d'urbanisme, de transport que de développement économique, la capitale, c'est indispensable. Vous savez, Paris, intramuros, c'est 2 200 000 habitants. On se compare, à chaque fois qu'on nous compare avec Londres et tout ça, New York, on nous compare avec des villes qui font 6 millions, 10 millions. C'est pas possible. Ça peut pas fonctionner, on peut pas concourir. On parlait de Paris, on peut aussi prendre le mot Paris dans son sens, dans son deuxième sens. Vous êtes la numéro 2 de l'UMP, comme l'a dit Guillaume. Nicolas Sarkozy s'est retiré pendant 2 ans pour réfléchir, prendre de la hauteur, etc. Et aujourd'hui, il revient. Et ma question, c'est qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent dans le projet politique de l'UMP? Qu'est-ce qui est différent par rapport à ses positions pendant la dernière campagne? Aujourd'hui, le projet politique de l'UMP, il n'est pas stabilisé. Les gens, c'est parce que c'est Nicolas Sarkozy. Et quand vous regardez les commentaires de presse, vous avez l'impression que les gens voudraient juger à la semaine, voire à la demi-journée ou à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il a? Ça fonctionne pas comme ça. Il s'est mis dans le rôle, il a été élu président du parti. Le parti, il est décomposé. Il y a eu 2 ans et demi de guerre interne. L'UMP, c'est, après 2 ans et demi de guerre interne, Beyrouth après la guerre. Bon, bah, il est en phase de reconstruction. Et c'est le boulot de l'année qui vient. Mener les élections départementales, régionales, en même temps que de le reconstruire. Le reconstruire, c'est tourner la page de toute cette période-là, et puis c'est le moderniser. Alors moi, je travaille beaucoup là-dessus, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Comment l'irruption des outils numériques permet de transformer la vie démocratique. Est-ce qu'on peut s'organiser pour faire systématiquement voter les militants sur les grandes options politiques? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer des nouvelles formules d'adhésion? Je ne parle pas de formules tarifaires. Hein. Aujourd'hui, il y a les trucs étudiants, chômeurs, couples, tout ça. Il y a les formules tarifaires. Mais à travers plusieurs formules tarifaires, vous avez un seul statut qui est militant. Soit vous êtes encarté, soit vous ne l'êtes pas.
Or, en fait, vous avez plein de façons de militer, vous avez plein de façons de vous engager. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de leur faire une place à ces différentes façons de vous engager? C'est toutes ces choses qui doivent être réglées dans l'année 2015. Il y aura un congrès fondateur d'une nouvelle organisation politique le 30 mai. Et voilà, c'est à l'issue de l'année 2015 qu'on pourra porter un jugement sur le travail qui a été fait. Quant à la ligne politique, elle sera tranchée à l'occasion de la primaire en 2016. Pourquoi il y aurait une primaire s'il n'y avait pas de divergence de ligne politique? C'est quand même pas pour faire un concours de beauté. Ça va être décevant. Non, ça vous coupez sur la caméra. Voilà, la primaire, c'est pour trancher la ligne politique. Alors, comme on dit, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des travaux de fond qui sont faits. La semaine prochaine, il y aura une convention sur le logement. En avril, il y aura une journée sur l'islam de France. Il y a un travail qui est fait en ce moment sur les normes, sur la politique sociale. Donc il y a des choses qui se font qui permettent de faire travailler la famille politique. Mais le débat entre les différentes sensibilités sur des questions fondamentales ou des questions différenciantes, il sera tranché à l'occasion de la primaire. C'est normal. Oui. Vous avez mentionné les nouvelles formules et les nouveaux outils pour plus d'impact et d'implication dans la chose publique. Est-ce que vous pensez que le numérique, justement, peut rééquilibrer les forces entre cette génération sacrifiée dont vous parliez tout à l'heure et les générations du dessus pour justement avoir plus d'impact dans la vie politique et dans le choix? D'abord, un mot sur ce qu'on appelle la génération sacrifiée. C'est intéressant parce que moi, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps et qui est devenu finalement assez... qui a fait un buzz à l'occasion de la chanson de Goldman. Vous l'avez vu, la chanson de Goldman sur les enfoirés? Bon, la chanson est hyper maladroite. Je ne porte pas de jugement esthétique, c'est pas en politique, mais la chanson est maladroite dans sa mise en scène, parce qu'on a d'un côté des people qui ont réussi, de l'autre côté des jeunes qu'on présente comme des adolescents, alors qu'ils ont quand même 20 ans, donc à 20 ans, normalement, on n'est pas adolescent. Enfin, déjà, c'est un point de vue de vieux sur les jeunes que de dire que les jeunes de 20 ans sont des adolescents. Et il y a une espèce de caricature, d'échange de reproches entre les deux générations, qui en fait met assez mal à l'aise. Derrière cette polémique, il y a un vrai sujet. C'est quand même que la génération précédente c'est vrai, a eu d'une certaine manière une vie plus dure. Quand vous leur dites, ils répondent, non mais attendez, nous on avait 45 heures par semaine, 48 heures par semaine, vous êtes aux 35 heures. C'est vrai qu'il y a une vie plus dure. N'empêche que la génération précédente a développé et financé un système de protection sociale qui est aujourd'hui profondément déséquilibré, et l'a financé par la dette. C'est-à-dire que non seulement elle aurait dû mettre en réserve, en fait, avec le baby-boom, et on sait depuis 40 ans, qu'il y aura un problème d'équilibre de nos systèmes de retraite, de nos systèmes de santé, parce que tout ça vient ensemble. Quand vous voyez arriver, et avec la démographie, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez ça très loin. La démographie, voilà, quand le bébé est né, il est né. Donc il a une chance raisonnable d'atteindre les 60 ans. Vous savez ce que vous avez devant. Avec la démographie, on savait qu'il y aurait un problème. La génération précédente, elle aurait dû faire des réserves pour prévoir le moment du déséquilibre des régimes. Non seulement elle n'a pas fait de réserve, mais à la place, elle a fait de la dette. Non seulement elle n'a pas été prévoyante, mais elle a été pire que ça, elle a été égoïste. Et le résultat, c'est aujourd'hui un système dans lequel le revenu moyen des retraités est le même que le revenu moyen des actifs, ce qui est contestable, dans lequel l'assurance chômage représente 6% du PIB, les retraites 14%, et la santé, dont une part importante est liée au poids de l'âge aussi, 11%. Je ne vous dis pas qu'il faut abandonner les anciens, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'on est dans un système qui est profondément déséquilibré et que c'est un problème pour tout le monde. Parce que quand les retraités voient partir leurs petits-enfants, ou voient leurs petits-enfants qui souffrent à pas réussir à partir de chez eux pour trouver un logement, à pas réussir à s'insérer sur le marché du travail, c'est un problème pour eux. C'est presque un problème pour eux d'abord. Vous savez, quand il y en a un qui part, c'est toujours plus dur pour celui qui reste. Et quand vous avez des jeunes qui partent faire leur vie à Londres ou ailleurs, c'est quand même celui qui reste, qui aurait dû préparer son avenir, qui est mis en cause dans sa capacité à préparer l'avenir. Donc il y a un vrai sujet générationnel qui n'est pas traité facilement dans la parole publique, parce que dire ça, c'est quand même pas très simple à partager, et parce qu'en fait, c'est
c'est un sujet qui est considéré comme légitime dans un cadre familial et pas forcément simple dans un cadre politique. Donc il ne trouve pas sa place dans un cadre politique. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que vous m'aviez demandé. C'était quoi? C'est justement, puisqu'il y a eu cette dette et c'était une inégalité, est-ce que le numérique et le fait de... Est-ce que ça peut faire de l'empowerment justement des générations du tout qui votent moins Ce qu'il y a de formidable dans le numérique, c'est d'abord que ça permet, comme le système est assez injuste, ça permet de le prendre à revers et de le bousculer. Tout ce qu'on appelle les disruptions qui sont causées par les nouveaux modèles numériques, c'est quand même des belles vengeances, en quelque sorte, d'une génération. Bah oui, vous avez un système qui est hyper hiérarchique, qui est quand même verrouillé à tous les étages, puis vous avez des gens qui arrivent là-dedans, qui avec des nouveaux modèles, bouffent toute la valeur ajoutée. Alors on préfère quand ça se passe à partir de nouveaux modèles français, parce que quand ça se passe avec de la valeur ajoutée qui est pompée par des boîtes qui sont toutes à l'étranger, c'est moins agréable. Mais il y a derrière ces disruptions, une espèce de revanche d'une génération. Est-ce que le numérique peut aussi bousculer les choses dans l'ordre démocratique ? Moi, je crois. Quand j'étais secrétaire d'État au numérique, j'avais créé un truc qui s'appelait les ateliers d'élus 2.0. C'était des ateliers ouverts à tous les parlementaires, droite et gauche. Ils n'avaient pas le droit d'envoyer leur assistant parlementaire. Il fallait venir personnellement. Il fallait venir avec son smartphone. Et on leur expliquait la nécessité d'être présent sur les réseaux sociaux. Autour de l'idée, il y a des gens qui viendront jamais dans votre permanence, mais ce sont quand même vos électeurs, en tout cas ce sont des citoyens, et ils ont le droit de pouvoir vous interpeller. Et il y avait des travaux pratiques où on leur apprenait à créer le compte Twitter, le compte Facebook, tout ça. Ça marchait bien. Il y a quelques ministres de gauche qui ont créé, dont certains sont devenus un peu célèbres sur Twitter après avoir fait quelques conneries et balancer des tweets peu, mais qui sont venus créer leur compte dans cet atelier-là. Moi, je suis convaincue qu'il y a là des nouvelles formes de relations à trouver. Comment faire pour sensibiliser les politiques au fait qu'il ne s'agit pas de diffuser ces communiqués de presse sur Internet, mais bien d'aller chercher un nouveau mode de relation? C'est un petit travail qu'on avait commencé à l'époque, ça se fait progressivement. Malheureusement, c'est vrai que la classe politique est beaucoup en arrière de la main, et c'est un des enjeux de la rénovation de l'UMP. Là, vous allez voir des nouveautés à partir du mois d'avril là-dessus. C'est un des enjeux de la rénovation de l'UMP que d'utiliser les outils numériques pour faire remonter en quelque sorte la base. Alors le problème des outils numériques, c'est que en politique, comme dans le monde économique, ça fait de la désintermédiation. Donc en général, c'est pas bon pour les intermédiaires. Et il peut arriver la même chose en politique que dans le monde numérique. La désintermédiation, c'est la mort d'un certain nombre de boîtes qui vivent du modèle et des imperfections, en fait, du modèle économique traditionnel. En politique, c'est pareil. Si vous faites de la désintermédiation et vous posez directement des questions à vos militants, il y a un moment où les cadres intermédiaires, ils se retournent et ils sont un peu squeezés. Donc ça bouscule. Peut-être une ultime question avant de passer aux questions de la salle, qui attend ça avec impatience. Vous ne laissez pas beaucoup de temps à la salle, là. Moi, je parle pas. C'est vous. Ultime question. Vous énervez votre collègue devant. Parce que... Tout à l'heure, il est en train de vous faire des signes comme ça. Là. Il a tout essayé en sémaphore. Et en fait, vous n'avez pas appris le sémaphore. Parce que vous êtes une génération qui n'a pas fait son service militaire. De mon temps, de service militaire. Et on apprenait le sémaphore, le truc. Non, ça on ne connaît pas. Non. Dans la marine Uniquement dans la marine. Le sémaphore, en général, c'est la marine. Je sais pas. Non, les bifards, ils n'apprennent pas le sémaphore. Non, vous non plus, vous n'avez pas fait le service militaire. Non plus. Bon, donc, ultime question. C'est un peu le fil rouge du Cercle EB. On la pose à tous nos invités. On la pose à Jacques Attali, à Thierry Mandon, à Axel Lemaire. Et donc, ce soir, ce sera pour vous. Quel est votre message pour les jeunes ? C'est très général, mais... Quand j'étais à Polytechnique, il y avait un truc complètement vieillot qui s'appelait les confs-mili. Les confs-mili, c'était des conférences dans le grand amphi de Polytechnique. Il fallait venir en grand uniforme. Je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment un truc. Venir au grand uniforme, faire des petits gardes à vous et tout. Et vous aviez un grand conférencier. Et nous, on avait eu Geoffrey qui était venu et qui avait fait un scandale, parce que c'est un truc... Vous avez toute la Strasse, les encadrants qui sont dans leur uniforme d'armes, et puis vous êtes en grand uniforme avec les boutons dorés. Et il avait fini sa conférence en disant « Tuez vos vieux ». Ça avait jeté un froid dans l'encadrement militaire. Mais
mais moi, je pense que le message qu'on peut faire à la jeunesse, c'est d'appeler à la révolution. Vous savez, la génération précédente, elle ne s'est pas gênée. Non, mais la révolution sous toutes ses formes. La génération précédente, elle ne s'est pas gênée pour trouver les voies de sa réussite et de son plaisir. Je vous parle de la génération d'au-dessus de la mienne, parce que ce n'est pas tout à fait la même, et même si j'aime pas le reconnaître, bah oui, mais c'est la réalité. Mais voilà, une génération. Il y a une bataille. Enfin, il y a toutes sortes de motifs de bataille dans la vie. Il y a quand même une moitié de l'humanité qui est oppressée par l'autre, c'est les femmes, donc je les invite à se battre. Il y a encore des vraies discriminations de classe, d'origine. Moi, je les invite à se battre. Et puis, il y a des discriminations générationnelles. C'est une réalité. Donc, il faut en prendre conscience. Il ne faut pas être obsédé par ça, mais il faut en prendre conscience pour les combattre. Là où vous avez une chance extraordinaire que moi, on n'avait pas dans ma génération, parce que moi, c'était vraiment la limite, c'est pas tout à fait la génération Y, c'est que vous avez des nouveaux outils qui sont des outils révolutionnaires. Donc, vous avez les moyens de créer des modèles économiques qui vous permettent d'envoyer balader toute la hiérarchie sans lui demander son avis. Ce qui est quand même une chance énorme. Vous avez la possibilité, vous avez les outils de la révolte. Je vous sens songeur. Maintenant, les questions de la salle. Bonsoir Madame la députée, merci encore de nous faire le plaisir d'être venue. Permettez-moi de vous poser une question et sur un sujet qui vous concerne plus directement. Vous avez esquissé l'histoire de Paris, de son élargissement, du projet de la mairie de gauche. Qu'est-ce que vous préconisez? Quels sont vos axes de réflexion sur le Grand Paris? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place au niveau économique, au niveau social, au niveau et même législatif, évidemment? Je trouve que pour le Grand Paris, il faut poser la question. Aujourd'hui, il y a à la fois un problème de périmètre dans ce qu'il propose. Par exemple, il n'y a pas les aéroports. Il n'y a pas en plus cette respiration, moi j'avais déposé des amendements en sens, ils n'en ont pas voulu, cette possibilité de s'élargir progressivement, que les communes limitrophes, à l'occasion d'une élection municipale, puissent se dire quand même on s'intégrerait bien. Donc il n'y a pas... on n'est pas... Voilà, quand on crée quelque chose comme ça, il faut être dans une logique un peu impériale d'une certaine manière. Faut qu'il y ait les moyens, il faut pouvoir grandir. Il n'y a pas je le disais, il n'y a pas le périmètre qu'il faut. Il n'y a pas non plus les pouvoirs qu'il faut. Chacun veut garder les siens. Les communes veulent garder les leurs. Les agglos veulent garder les leurs. La région veut garder les siens. Mais l'État aussi veut garder les siens. L'État, il est en train de lancer 20 OIN. Les OIN, c'est des opérations d'intérêt national. Ce sont des périmètres sur lesquels l'État reprend directement la main en termes de permis de construire. Il est en train de lancer 20 OIN sur le périmètre du Grand Paris. Bon, si on fait le Grand Paris, il faut absolument que les OIN soient à la main du Grand Paris. Que soit le Grand Paris qui décide de tous ces grands projets d'urbanisme. On est dans un système dans lequel tout le monde est d'accord pour dire que le Grand Paris, c'est formidable, mais en fait, personne ne veut lâcher une once de pouvoir. Bon, et puis je pense qu'à terme, l'articulation avec la région est problématique. Parce que pour moi, le Grand Paris, il est en charge du développement économique. Le Grand Paris, il est en charge de porter les grands projets et du rayonnement économique, de la visibilité de Paris à travers Paris et sa région, à travers le monde. Et donc, il y a clairement un conflit avec la région à court terme. Bonsoir. Quand j'entends votre discours, j'entends un discours libéral sur l'économie, mais progressiste aussi sur... vous parliez des femmes qui sont encore oppressées, vous êtes ouverte sur le monde, vous êtes ouverte sur la modernité, mais... Votre discours n'est-il pas marginalisé aujourd'hui à droite et dans votre camp? Ah, vous êtes de gauche, hein. Ah, je veux dire, le discours qui consiste à dire ouais, alors non mais c'est intéressant parce que avec le temps, on apprend. Il y a des traces de sociologie politique. Là, vous me parlez et je sens qu'en même temps vous êtes en train de me découper et de me mettre en boîte. Et vous m'avez passé au screening
de l'analyse politique traditionnelle de la gauche. Donc sur l'économie, elle est plutôt libérale, mais sur les femmes, alors elle a l'air de trouver que les femmes c'est important, donc c'est énorme, c'est qu'elle est progressiste. Progressiste, c'est quand même un langage de gauche dingue. Trier le monde entre ceux qui seraient pour les progrès et ceux qui seraient pas pour le progrès. Et tout le monde, il est pour le progrès. Après, ça dépend de quel progrès et on le qualifie pas de la même manière. Ceci dit, blague à part, là où je pense que vous avez raison, c'est qu'il y a des recompositions politiques qui sont en cours. Et qui sont pas... il faut être cohérent. Si on dit, et j'entends votre discours, si on dit vous n'entrez pas complètement dans les cadres traditionnels et il y a de la recomposition politique, il faut aller au bout de la logique, et la recomposition politique ne s'analyse pas avec les cadres politiques traditionnels. C'est-à-dire qu'il faut abandonner le vocabulaire qui a pu être opérant à une époque, hein, j'en conteste pas la réalité, mais qui n'est plus vraiment aujourd'hui, du progressisme par exemple. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, depuis 20 ans, la gauche est hyper conservatrice sur toute la question des statuts. La gauche fonctionne en termes de statut. Statut des fonctionnaires, avoir par exemple supprimé le jour de carence pour les fonctionnaires, c'est hyper conservateur. Mais conservateur dans l'ordre de la conservation des privilèges des fonctionnaires. C'est pas du... Moi, je ne considère pas que ce soit du progrès, mais je vous en fais pas critique personnelle. Ce que je veux dire, c'est que je pense comme vous, je crois, de ce que je comprends, que les cadres traditionnels sont plus complètement pertinents pour décrire les trajectoires politiques aujourd'hui. Après, il faut aller au bout de cette logique. Si on le pense, il ne faut pas non plus essayer de les réutiliser et de les appliquer pour forcer la réalité à rentrer dedans. Surtout que ça fait mal quand on vous force à rentrer dans des boîtes. Bonsoir. Au sujet de l'engagement des jeunes, il y a un certain nombre de gens que je connais, 25-30 ans, qui sont attirés par des sortes de sous-structures au sein des partis, comme Nouvelle Donne à gauche, ou la boîte à idées à droite, ou Sens commun. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous nous conseilleriez de nous intéresser à ces sous-groupes, entre guillemets? Alors, moi, je pense que quand on s'angoisse, en fait, de la créativité, de l'énergie, qui se développe, des nouvelles structures, des nouveaux mouvements, c'est qu'on est faible, qu'on est défensif et qu'on va mourir, qu'on est déjà en train de perdre son sang. Donc pour moi, tous les regroupements, sont légitimes et intéressants. En revanche, il faut que le parti se pose la question de savoir comment il peut bénéficier de cette énergie aussi in fine. Je m'explique plus précisément. J'ai été très frappée dans les 2 dernières années de voir la multiplication de mouvements de société qui étaient plutôt fondés sur des valeurs de droite et qui se développaient en dehors du parti, voire pour certains contre le parti. C'est-à-dire dans une relation assez polémique avec le parti. C'est des mouvements assez variés. Je pense au mouvement « Touche pas à ma bourse, je la mérite », au mouvement des pigeons, mais aussi au mouvement des bonnets rouges, qui n'est pas mon truc, hein. Moi j'étais pour l'écotaxe, mais bon, c'est un mouvement... Ou au mouvement de la manif pour tous, pareil, qui n'est pas mon truc. Mais tous ces mouvements-là, de près ou de loin, sont avec des valeurs de droite. Certaines, monsieur, vous diriez conservatrices, vous n'auriez pas forcément tort. Et ils sont développés en dehors du parti et parfois contre le parti. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas légitimes. Je ne veux pas les empêcher de se développer. Le numérique le permet aujourd'hui. Il permet à des mouvements de société de se structurer. Je trouve ça très, très bien. En revanche, je trouve que le parti doit se poser la question de savoir comment toute cette énergie, à un moment, arrive dans le parti et donne lieu à débat dans le parti et finalement se transforme en proposition d'action dans le parti. C'est-à-dire, toutes ces boîtes, toutes ces structures, c'est très bien. Il faut y aller. Mais le parti doit se poser la question de savoir comment lui, non pas il les récupère, mais il en bénéficie, il draine une partie de cette énergie et finalement il la transforme en action politique. Vous voyez, le mouvement des pigeons, j'ai trouvé ça très intéressant comme structuration. J'ai trouvé que, en revanche, on a été seulement quelques-uns à l'Assemblée nationale à s'intéresser à la transformation législative du mouvement des pigeons. Et à un moment, dans l'hémicycle, le jour où on discutait des plus-values de cession mobilière, puisque c'était un problème technique fiscal sur les plus-values de cession mobilière, on n'était pas beaucoup. Hein. Donc là, il y avait à la fois un mouvement qui était un truc formidable et nouveau, et puis il y avait un problème pour transformer l'essai dans le parti. Mais c'est de la faute du parti. Je n'incrimine pas le mouvement. Je dis que le parti doit s'organiser pour prendre acte de la possibilité de faire émerger des mouvements, des clubs, des machins, et derrière d'être le lieu où l'essai se transforme. On est en train de parler justement
réorganisation des partis, d'une partie de la droite qui peut être conservatrice, une partie de la gauche qui est conservatrice et une autre qui est un peu plus libérale, avec éventuellement le gouvernement qui essaie de faire des réformes qu'on va considérer de libérales par rapport à une gauche qui est un peu plus donc, conservatrice. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce monde justement de réorganisation des partis, il y a une possibilité qu'il y ait une partie de la gauche libérale, une partie de la droite libérale, qui se regroupent pour former un même parti unique? C'est peut-être utopique, mais pensez que c'est une possibilité, court, moyen ou long terme? C'est pas utopique, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si vous faites ça, on était dans un système bipartisan en fait, hein, dans un système dans lequel on avait, au-delà des petits partis, mais grosso modo, une gauche de gouvernement, une droite de gouvernement. Progressivement, avec l'émergence du Front National, on est arrivé dans un système tripartisan. Ce qui bouscule tout le monde. Moi, je tourne beaucoup en ce moment dans les départements pour les élections départementales. C'est compliqué quand vous êtes... quand vous avez le logiciel bipartisan, c'est compliqué de passer en mode tripartisan. Vraiment, c'est pas simple pour nous. Et je pense d'ailleurs que les élections départementales vont être probablement un choc aussi à cet égard. C'est des choses nouvelles. Il y a des choses très, très, très bouleversantes qui vont se passer dans le paysage politique français probablement dans l'année 2015. Mais vouloir, parce qu'on est aujourd'hui en système tripartisan, se dire tiens, on va retomber dans un système bipartisan dans lequel on aura d'un côté le Front National et une frange de la droite qui se serait laissé tenter, et de l'autre côté, grosso modo, un nouveau parti avec du centre droit et du centre gauche. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Comme la vie politique est faite d'alternance, parce qu'elle est faite d'alternance, parce qu'il y a toujours un moment où le parti au pouvoir lasse, se plante, etc. Si vous créez ce nouveau bipartisanisme, eh ben vous êtes sûr par mouvement d'alternance automatique qu'avant 10 ans, vous avez le Front National au pouvoir, ce qui n'est pas mon souhait. Donc c'est dangereux. Bonsoir madame, bonsoir. Je reviens sur votre intervention sur les retraites et toute la dette qui aurait été plus ou moins constituée par les générations précédentes. Ma question porte sur tout ce qui est fonds de pension. Il y a beaucoup de messages qui en off dans le système privé regrettent qu'il n'y ait pas de fonds de pension. Est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose d'envisageable? Parce que des fonds de pension, on en a 4-5 avec les RAP dans le public pour les fonctionnaires, pour différentes catégories de fonctionnaires. Et est-ce que justement on pourrait envisager de venir à créer des fonds de pension privés à ce niveau-là pour endiguer? Alors moi je trouve intéressante l'idée de compléter la répartition par un peu de capitalisation. Et d'ailleurs c'est un peu une injustice. Aujourd'hui, les fonctionnaires, ils l'ont avec la préfond, qui est quand même un truc très très avantageux, et c'est quelque chose qui n'est pas proposé de la même manière et dans les mêmes conditions au privé. Attention, ça peut être qu'un complément, et il faut bien être conscient que la capitalisation, dans un monde dans lequel les taux d'intérêt sont très bas, c'est compliqué. Bah oui, parce que... la capitalisation, ça oblige à investir dans des actifs qui sont sûrs. C'est quand même les retraites des gens, donc sinon c'est le système américain et vous vous retrouvez avec des retraités qui n'ont pas de retraite et ça va pas. Donc vous investissez dans les actifs qui sont sûrs, mais avec des taux d'intérêt qui sont très bas, vous avez un rendement qui est quand même minimal, voire à un moment ou à un autre négatif. Donc je suis pour un complément, mais il faut bien voir les limites du complément. Je reviens d'un mot, puisque quelque part, vous m'ouvrez la porte sur ce que je disais tout à l'heure sur la génération sacrifiée. Est-ce que vous vous rendez compte que ces dernières années, on a commencé à ponctionner la caisse des allocations familiales tous les ans? On l'a ponctionné pour compenser un déficit de la caisse vieillesse. Et donc on a créé un flux qui va depuis les allocations familiales vers la caisse vieillesse, sur le motif qu'il fallait financer le supplément de retraite, ce qu'on appelle la majoration pour ceux qui ont eu plusieurs enfants. Mais ça veut dire qu'on fait payer par les familles d'aujourd'hui, parce que du coup après on a dit qu'il n'y avait plus assez d'argent pour les allocations familiales et on les a réduites. Donc ça veut dire qu'on fait payer par les familles d'aujourd'hui les droits des familles d'hier. C'est vachement spécial. Mais c'est quand même... Alors... Il y a eu des protestations ici ou là, mais enfin ça a été fait quand même. Donc il y a matière, moi je vous le dis, il y a matière à protester, il y a matière à s'insurger.
Donc voilà, c'était la dernière question. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Merci à nos partenaires Groupe OnePoint et les jeunes diplômés d'HEC. Et merci infiniment à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet pour avoir été avec nous.